Je suis très heureuse d'accueillir pour démarrer Francesco Avisati, analyste à la direction de l'éducation et des compétences de l'OCDE. Francesco Avisati, bonsoir. Bonsoir. Alors, comme votre nom l'indique, vous êtes italien. Vous êtes diplômé de l'École normale supérieure et de l'École supérieure Sainte-Anne à Pise. Vous êtes docteur en économétrie avec une thèse à l'EHESS qui portait sur l'implication des parents d'élèves dans la scolarité au niveau du collège. Vous travaillez depuis 5 ans dans l'équipe qui s'occupe des fameuses enquêtes PISA. Enquêtes PISA dont la vocation est, je le rappelle, d'éclairer les débats et les orientations des politiques publiques à partir de données de masse, donc des données jugées représentatives qui permettent des comparaisons à l'échelle internationale. Vous êtes entre autres l'auteur du rapport « Connecté pour apprendre », point d'interrogation, les élèves et les nouvelles technologies, qui est paru cet automne. C'est la première analyse comparative internationale des compétences numériques des élèves au regard de leur environnement d'apprentissage. C'est un rapport qui a fait du bruit parce qu'il relève un écart immense entre les promesses des nouvelles technologies et la réalité à l'école. Je vous laisse la parole. Oui, ça y est. Merci donc pour cette invitation. Je suis très heureux de revenir à Lyon. C'est ma 2e fois. La première fois, c'était pour courir. J'ai couru la Saint-Élion, mais là, j'espère que ce sera plus court. En tout cas, donc je suis ici pour vous parler parce que l'année dernière, je me suis donc penché sur ce sujet, notamment sur toutes les données qu'on a récoltées à l'OCDE à travers l'enquête PISA sur les élèves et les usages qui font des nouvelles technologies. Et non, en fait, je n'arrive pas à faire avancer avec la... Non, si, c'est bon. Donc, sur les élèves et les usages du numérique, et j'en suis sorti avec une conviction, en fait, que l'outil numérique est d'abord un puissant amplificateur des qualités, mais aussi des défauts des personnes et des organisations qui les utilisent. Et en fait, en lisant un peu plus, je me suis rendu compte que je ne suis pas vraiment le premier à avoir cette conclusion. Vous connaissez probablement cet homme. Alors, il a écrit il y a 20 ans: la première règle de toute technologie utilisée dans une entreprise est que l'automatisation appliquée à un processus efficace amplifiera son efficacité. La deuxième règle est que l'automatisation appliquée à un processus inefficace amplifiera son inefficacité. Donc il ne parlait pas de l'éducation en particulier, personne ne doit se sentir visé par ces mots, mais cette loi d'amplification, en fait, on va la voir à plusieurs reprises dans mon exposé. Nous allons la voir justement à propos des élèves, à propos des institutions. Et je voulais justement structurer un peu, aborder un peu 3 thèmes. Alors, pour le dire en anglais avec 3 mots: Students, Computers and Learning, c'est-à-dire le titre de ce rapport. Les élèves d'abord, les nouvelles technologies dans l'éducation, dans l'enseignement, et les effets des nouvelles technologies sur les apprentissages en dernier. Donc les élèves dont on parle et que l'on voit à travers nos données sont des élèves de 15 ans, il faut le préciser. Ce sont des élèves de 15 ans qui sont pour la plupart bien familiarisés avec les technologies, comme tous ceux qui ont des élèves de 15 ans à la maison ou dans leur classe probablement le savent. Je ne parlerai pas spécifiquement des élèves français, mais plutôt des élèves d'une 60aine de pays qui ont participé donc à l'enquête du Programme international pour le suivi des acquis des élèves en 2012. Là, j'ai perdu à nouveau mon... Non. Donc, les pays dont on parle sont des pays avancés pour la plupart, et quelques pays émergents, notamment en Amérique du Sud et en Asie du Sud-Est. Pour vrai dire aussi, je m'appuierai beaucoup sur des données qui sont issues de 2 options de l'enquête de 2012, à laquelle pas tous les pays ont participé. Donc en particulier pour le questionnaire, vous voyez, la France n'a pas participé. C'est un questionnaire de familiarité avec les technologies et qui notamment
fournit pas mal de données sur les usages que font les élèves et les enseignants des technologies. Et une deuxième option portée sur une mesure des compétences des élèves en lecture numérique. Et là, la France a bien participé, mais au total, pour ces deux options, on a plutôt une trentaine de pays qu'une soixantaine de pays. Mais quand même, ça permet justement de faire des comparaisons. Je ne vais pas donc parler spécifiquement de la France, mais plutôt de cet ensemble de pays qui, en général, dans lesquels les élèves ont un accès facile à l'Internet. Dans la plupart de ces pays, plus que 90% des élèves possèdent un accès à Internet à la maison. Il reste des pays émergents, justement, dans lesquels ce n'est pas forcément le cas, mais là aussi, ça cache en réalité des différences, surtout au sein de pays. C'est-à-dire, au sein de ces pays, les 25% d'élèves les plus favorisés ont en général un accès presque similaire à celui qu'on a dans les pays les plus développés, alors que justement ce sont les élèves les moins favorisés qui sont exclus du monde numérique souvent. Donc la première chose qu'on peut voir, c'est que font les élèves en ligne. Alors le premier constat qu'on peut faire, c'est qu'ils passent en réalité dans les pays de l'OCDE, en 2012 déjà, et probablement encore plus aujourd'hui, beaucoup de temps sur Internet. En dehors de l'école, dans un jour de semaine comme le week-end, ils passent plus que 2 heures sur Internet en moyenne. Et c'est plutôt une borne inférieure sur le temps qu'ils passent, sachant que d'une part, il y a des fortes disparités là encore entre les pays, et d'autre part, là on mesure effectivement une borne inférieure, il y a toute une partie d'élèves qui passent beaucoup plus de temps. Alors pour vous dire, c'est notamment dans les pays nordiques qu'on passe effectivement plutôt 3 heures que 2 heures sur Internet en dehors de l'école en jour de week-end. Dans d'autres pays, on passe plutôt moins de temps, des pays asiatiques, Italie, Turquie, Mexique. Mais pour vous donner un chiffre, en Suède, il y a 1 élève sur 8 qui, en jour de semaine, en jour d'école en fait ordinaire, passe plus que 6 heures en ligne sur Internet en dehors de l'école. Alors, ce qu'ils font sur Internet pendant ce temps, notamment là, je compte que les usages quotidiens, c'est-à-dire qu'est-ce qu'ils font tous les jours sur Internet. Il ne faut pas trop s'imaginer des geeks en train de coder, en fait. C'est d'avant tout ça remplace des activités ludiques et des activités de socialisation. Le premier usage en 2012 déjà, et je pense que ce sera encore plus en 2015 quand on exploitera les nouvelles données qu'on a récoltées, c'est d'aller sur des réseaux sociaux. C'est de regarder des vidéos sur Internet. C'est étonnant de voir que en fait, la première chose qu'on fait sur Internet, c'est pas vraiment de lire, c'est de regarder des vidéos, d'utiliser des messageries Internet et de télécharger musique, films et vidéos. Alors des usages plus actifs qui supposent aussi des compétences un peu de lecture en ligne, de navigation, justement, d'être un peu plus acteur de ce qu'on fait, sont un peu plus rares. Et les jeux en ligne sont encore plus rares, mais avec des fortes disparités là, selon le sexe. En fait, les garçons jouent beaucoup sur Internet, les filles beaucoup moins. Ce que l'on constate, c'est que, alors même que dans les pays de l'OCDE, ou notamment les pays les plus avancés de l'OCDE, où tout le monde a accès à Internet, tout le monde passe autant de temps, quel que soit son milieu social, sur Internet en 2012. C'est-à-dire les 2 heures par jour, ça concerne à la fois les élèves les plus favorisés, les élèves les moins favorisés. Ce qui continue d'être différent, c'est les usages que les élèves vont faire de ce temps passé en ligne. Alors quand on commence par les élèves favorisés et qu'on les compare aux élèves défavorisés, on voit que les élèves défavorisés, c'est-à-dire les 25%, définis comme les 25% des élèves les plus issus de milieux sociaux plus modestes, avec un niveau socio-économique plus modeste, utilisent beaucoup moins l'Internet, justement pour ces activités comme écrire des mails, chercher des informations ou suivre l'actualité sur Internet, que les élèves issus de milieux plus favorisés. Donc, alors qu'il n'y a pas de différence justement dans l'usage de messagerie ou les jeux en ligne.
Donc ce qu'on peut conclure, c'est certes qu'on a là une première manifestation de cette loi d'amplification en quelque sorte. Certes, l'Internet, il permet de tout faire, et tout est à distance de quelques clics en fait pour tout le monde. Mais le fait d'annuler cette distance pour tout le monde ne veut pas dire qu'en conséquence, tout le monde va se saisir de ces opportunités. Et en réalité, on finit par faire surtout ce qu'on sait faire. Or, ce qu'on sait faire, ce savoir, ce n'est pas l'accès à la technologie qui va nous donner ce savoir. C'est d'abord la qualité d'un bon enseignant, le capital culturel qu'on possède. Donc les inégalités de départ continuent de peser finalement sur l'usage qu'on fait. Et cette fracture numérique qu'on a réussi à annuler, à combler en fait dans beaucoup de pays, en réduisant l'écart dans l'accès à l'Internet, elle se manifeste maintenant plutôt dans une fracture dans les usages de l'Internet que l'on fait. On a justement essayé de voir ce que savent faire les élèves quand ils sont en ligne à travers un test de compétences de l'écrit, compétences en compréhension de l'écrit numérique. Et je vais d'abord vous présenter les résultats pour dire qui sont les meilleurs lecteurs au monde. Alors, si on s'intéresse là au niveau des pays, on a un classement des pays selon la compétence en lecture Internet, qui est peut-être un peu étonnant, en tout cas qui voit les pays asiatiques encore comme Singapour, la Corée, la Chine, enfin Hong Kong, le Japon en tête, la France qui est plutôt légèrement au-dessus de la moyenne. En réalité, ce classement reflète en grande partie le classement qu'on peut faire à partir de tests de lecture sur papier. C'est-à-dire qu'il reflète avant tout la qualité générale de l'éducation dans ces pays. Mais quand on s'intéresse plus de près aux différences entre ces deux classements,